3 mecs masqués ont déboulé dans la banque et ont braqué tout le monde. Moi, qui étais chargé de faire le guet à l'extérieur, j'avais pas le moindre coup de stress et je kiffais mon son en bougeant le bassin. Dès que j'ai vu que l'équipe avait géré le coup, j'ai lâché le frein à main. Une fois que tout le monde est monté à bord, c'était le moment pour moi d'envoyer du lourd. Je m'appelle Jack et je suis un as du volant. Face aux flics, qui étaient complètement déchaînés derrière nous, j'ai mis un gros coup de volant et je me suis servi d'un camping-car comme écran pour m'esquiver en un éclair. D'un coup, un gros camion est arrivé droit sur nous. J'ai calé un drift magistral pour l'éviter tranquille. Les autres dans la caisse étaient tous scotchés par la peur. Très vite, une meute de flics nous a encore collés aux fesses. Ils avaient même installé un barrage sur la route. J'ai encore braqué à mort et j'ai écrasé le champignon à contresens pour leur mettre une misère de plus et leur faire perdre ma trace. Le lendemain, on a rejoint la planque pour changer de caisse et s'évanouir dans la nature. De retour au QG, notre boss Nick a fait le partage du gâteau. Nick, c'est le genre de mec qui se salit jamais les mains. Il gère tout en sous-main depuis l'ombre. Et pour chaque coup, il choisit 3 gars au pif pour faire le boulot. Moi, mon job, c'est de piloter pour la fuite. Tout ça parce qu'il y a 5 ans, j'ai tiré la bagnole de Nick et que je l'ai transformé en un tas de ferraille, en bousillant au passage un chargement très important. Pour rembourser ma dette, j'ai dû faire le chauffeur privé pendant 5 ans. Mais après chaque mission réussie, Nick me lâchait un billet de $10 000 pour le travail. Là, je touche enfin au but pour solder mon compte. J'ai planqué tout ce flouze sous le parquet de ma baraque, histoire d'avoir un bon matelas pour la suite. J'ai même gardé les enregistrements audio de chaque braquage. Mais c'est pas du tout pour faire du chantage ou garder des preuves. C'est juste pour mixer ces bruits et en faire de l'électro pour mon kiff perso. Un jour, alors que je mangeais dans un resto, la serveuse Lucie m'a tapé dans l'œil direct. On est tous les deux des mordus de musique, et le courant est super bien passé entre nous. Je savais que j'étais en train de tomber love. En rentrant, j'ai partagé ce petit bonheur avec mon oncle. Soudain, le téléphone a vibré. C'était Nick au bout du fil qui me disait de me chauffer pour le tout dernier coup. Je suis retourné direct au QG. Cette fois, l'objectif c'était un fourgon blindé. Comme d'hab, j'avais mes écouteurs sur les oreilles, et je tapotais sur la table au rythme du son. Ce comportement aggrave sous les sommes. Il pensait que j'en avais rien à foutre du briefing, et que si ça foirait, personne pourrait assumer les retombées. Sauf que je lui ai ressorti tout le plan mot pour mot. Le truc, c'est que je sais lire sur les lèvres. Sam s'est retrouvé complètement bête et l'a fermé direct. Quand la nuit est tombée, les choses sérieuses ont enfin fortifié, puis couru comme un fou sur l'échelle qui va bientôt s'effondrer. Quelqu'un tenta de l'arrêter, mais il fut mis hors d'état de nuire d'un seul coup. L'homme devait aller plus vite que l'échelle qui s'effondrait, parce que devant, une jeune fille risquait d'être projetée dans le vide depuis une grande hauteur. Au dernier moment, juste avant que l'échelle ne s'effondre, il réussit à la sauver. Cet homme, c'est Sato, le meilleur tueur à gages du Japon. 4 ans plus tôt, il avait personnellement démantelé une puissante organisation criminelle. Aujourd'hui, ses ennemis veulent régler leur compte. Ils ont organisé une rencontre dans cet immeuble. Sato atteint le bâtiment et active immédiatement son mode assassin. Lorsqu'il ouvre la porte d'un bureau, un dispositif piégé se déclenche. Des grenades dissimulées se déclenchent. Sato referme la porte juste à temps. L'explosion dévaste la pièce et la violente onde de choc arrache la porte. Sato saute alors et se projette depuis le 8e étage. Alors que ses ennemis pensaient que leur plan avait fonctionné, Sato réapparut au 6e étage. Il passe aussitôt au plan B. À cet instant, de nombreux tueurs cachés dans la foule étaient déjà positionnés à chaque étage pour l'éliminer. Sato se déplace immédiatement vers la pièce suivante. Les tueurs y ont déclenché des explosifs et ont pénétré dans la salle équipée de masques à gaz. À ce moment-là, Sato se cacha sur le balcon. Il est immédiatement pris pour cible par des snipers postés dans l'immeuble d'en face. Il tenta de fuir le long du balcon, mais même les ouvriers sur l'échelle sont en réalité des tueurs déguisés. Ils ouvrirent le feu sur Sato. L'homme se replia à l'intérieur. Lorsqu'il passa près du lit d'un vieil homme malade, il prit soin de le couvrir. Malgré le danger, il resta fidèle à son humanité. Les tueurs avancèrent lentement vers lui. Sato descendit alors au 3e étage, mais celui-ci était rempli d'ennemis. Il sauta et traversa une ouverture vers l'étage inférieur. Les tueurs se penchèrent pour regarder vers le bas, mais Sato en attrapa un par le col et le projeta dans le vide. Un autre le suivit, Sato le neutralise en plein air. Le tueur sort une grenade, prêt à mourir avec lui. Sato lui arracha la grenade et jeta à la fois l'arme et le tueur vers le bas. Il continua sa chute à travers le vide. Le garçon sauta du hadeau de la falaise de toutes ses forces. Il réussit à attraper le rebord du réfrigérateur. À plusieurs centaines de mètres dans le vide, il ouvrit la porte du réfrigérateur. Il sauva le président qui se trouvait à l'intérieur. À ce moment-là, les terroristes le remarquèrent. Ils abaissèrent en leur position pour essayer de faire tomber le réfrigérateur avec Oscar dessus. Mais Oscar en profita pour couper la corde. Il réussit à sauver le président. Voyant cela, Horace changea immédiatement de direction. Il commença à tirer frénétiquement sur eux. Oscar en profita pour se glisser à l'intérieur du réfrigérateur. Puis, il le fit osciller de gauche à droite sans cesse. Finalement, il glissa le long de la pente et descendit la falaise. Voyant qu'il s'était échappé, Maurice dut prendre l'avion pour les poursuivre le long de la rivière. Bientôt, le réfrigérateur dériva dans le lac. Les deux hommes en sortirent et virent avec surprise que l'Air Force One avait atterri ici. Avant que Maurice n'arrive, ils plongèrent en sous l'eau pour se cacher dans l'avion. La coque de l'avion était extrêmement solide. L'eau du lac n'avait pas encore submergé l'intérieur. Le président était assis sur son siège, attendant l'arrivée des forces spéciales.
Rapidement, les terroristes firent exploser la coque pour atterrir. Il avait déjà reçu l'ordre. Il pouvait tuer le président maintenant. Après avoir placé la bombe dans un coin, il se dirigea vers les deux hommes. Le président était sans défense face à cet homme. Heureusement, au moment crucial, Oscar le renversa. Le terroriste se mit alors en colère. Il prit la mitraillette dans l'eau et appuya sur la détente. Mais il avait oublié de chambrer les balles. Profitant de cette opportunité, le président porta un coup fatal. Il restait moins de 2 minutes avant l'explosion de la bombe. Le président prit place dans le cockpit avec Oscar. Puis il activa le système d'éjection. Maurice, voyant la scène, oublia même de tirer. Oscar en profita pour décocher une flèche. La flèche atteignit directement sa cible cette fois. Malheureusement, elle fut arrêtée par le gilet pare-balles. Maurice sourit avec satisfaction. Mais son sourire se figea instantanément. La flèche n'avait pas percé le gilet, mais elle toucha juste un éclat près du cœur. Maurice tomba de l'avion. À ce moment-là, le compte à rebours de la bombe se termina. Tout le lac s'évapora en un instant. Bientôt, le gouvernement apprit que le président avait été sauvé. Tout le monde applaudit et célébra. Seul le vice-président et l'agent se rendirent aux toilettes. En réalité, le vice-président, pour accéder rapidement au pouvoir, avait orchestré toute cette série d'événements. Quand l'opération échoua, l'agent craignit que tout soit découvert. Il tua le vice-président et fit passer cela pour un accident. Pendant ce temps, les forces spéciales étaient déjà sur place. Oscar et le président atterrirent enfin en toute sécurité. L'homme pose délicatement la mallette noire devant l'acheteur, mais l'autre jette un simple coup d'œil puis donne un sachet de diamants à l'homme. Voyant l'acheteur si réactif, l'homme ouvre vite la mallette pour qu'il vérifie la marchandise, même s'il n'y a qu'un simple anneau en fer à l'intérieur. L'acheteur le traite comme un trésor. D'un petit geste léger de la main, l'anneau émet aussitôt une vive lumière, avant même que l'homme ait eu le temps de réaliser. L'acheteur saisit l'anneau dans sa main comme par télékinésie. Après avoir confirmé que c'est bien ce qu'il cherche, l'acheteur tend légèrement la main, et l'instant d'après l'anneau disparaît comme par magie. Mais alors que l'acheteur s'apprête à partir avec la marchandise, l'homme l'interpelle soudain. Il s'avère que sa main droite est une prothèse. Il aimerait que l'acheteur l'aide à la restaurer grâce à ses pouvoirs. L'acheteur sort simplement quelques feuilles de thé du sachet. En voyant sa prothèse recouverte de thé, l'homme est très perplexe. Mais l'acheteur ne donne aucune explication. Quand le thé a complètement recouvert la prothèse, l'acheteur refait un geste léger de la main. Soudain une vive lumière verte émerge du thé. L'homme crie de douleur de façon déchirante. Mais avant même qu'il ait compris ce qui se passe, une scène incroyable se produit. À ce moment-là, j'étais à poil sur le pont du yacht en train de me soulager. Quand soudain, la voile s'est détachée d'un coup sec et a failli m'éjecter à l'eau. Heureusement, j'ai eu le réflexe de m'agripper de toutes mes forces à la rambarde. C'est un miracle si je suis encore en vie. Il faut savoir qu'en tombant d'un yacht lancé à pleine vitesse, on se fait déchiqueter en une seconde par les hélices qui tournent comme des folles. J'ai dû galérer comme jamais pour repasser mes jambes de l'autre côté de la rambarde et déplacer mon poids centimètre par centimètre sur ce pont instable pour trouver un appui. Une fois les pieds bien à plat sur le bateau, j'ai pris une grande inspiration, soulagé d'avoir frôlé la mort une fois de plus. Je me suis affalé contre la barrière, le souffle court, en essayant de reprendre mes esprits après cette frayeur. Mais avant même que j'ai pu reprendre mon souffle, mon ventre a été pris d'une douleur atroce. Je me suis rué dans la cabine et j'ai foncé direct dans les minuscules toilettes. Là, je pouvais enfin faire mes affaires tranquillement. Soudain, la porte s'est refermée d'un coup sec dans un grand bang. Mais sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Je pensais que c'était juste le roulis du bateau à cause des vagues. C'est seulement quand j'ai vu le hublot circulaire se fermer tout seul, à triple tour, que j'ai compris que la situation devenait bizarre. Pourtant, sans trop réfléchir, j'ai repoussé le hublot pour laisser entrer l'air frais de l'extérieur. Sauf qu'au moment de sortir, après avoir fini, le truc le plus flippant est arrivé. Impossible d'ouvrir la porte. Je me suis direct accroupi pour examiner la serrure de près. J'ai tiré sur la poignée de toutes mes forces, mais elle n'a pas bougé d'un millimètre. J'ai essayé de trouver une fente sur le contour du cadre pour faire levier, mais cette porte était comme complètement soudée. J'ai tenté le coup des dizaines de fois, que des échecs. C'est alors que je me suis rappelé que j'avais une pièce de monnaie dans la poche. Je l'ai sortie immédiatement pour la glisser dans la fente et forcer le mécanisme. Mais j'avais beau forcer, ça ne servait strictement à rien. J'ai ouvert d'un coup sec le meuble à miroir au-dessus du lavabo, et j'ai commencé à fouiller comme un malade pour trouver un outil utile. En levant les yeux, j'ai senti mes cheveux se hérisser sur ma tête. Il y avait une empreinte de main ensanglantée gravée sur le miroir. Mais à ce moment-là, ma vie était en jeu. Pas le temps d'avoir peur. J'ai attrapé une paire de ciseaux pour dévisser les vis de la serrure. Bizarrement, le poids et la taille des ciseaux correspondaient pile poil. Mais cette foutue serrure ne voulait rien savoir. J'avais beau tirer dessus comme un sourd ou tourner de toutes mes forces, rien ne marchait. C'est là, alors que je transpirais à grosses gouttes, qu'un coup de corne de brume assourdissant a retenti dehors. Mon cœur a raté un battement. Je me suis collé au hublot pour regarder dehors. Un énorme navire qui crachait une fumée noire fonçait droit sur nous. Le monstre avançait super vite et n'avait pas du tout l'air de vouloir ralentir. Pendant ce temps, mon yacht continuait sa trajectoire
alors en pilote automatique, à toute berzingue. Si je ne retournais pas immédiatement au poste de pilotage pour stopper le bateau, le crash frontal était absolument inévitable. Là, j'ai complètement paniqué. J'ai compris qu'il fallait sortir tout de suite. J'ai rouvert le meuble en 4e vitesse et j'ai sorti une boîte de conserve en métal. Je me suis mis à cogner comme un fou sur la poignée de la porte. Dehors, le paquebot géant se rapprochait, une masse noire ultra menaçante. Mais cette maudite boîte ne faisait aucun dégât sur la porte. Désespéré, j'ai pris de l'élan et j'ai chargé la porte de tout le poids de mon épaule. Encore et encore, au point de m'exploser l'épaule. Mais la porte n'a pas bougé d'un poil. Cette fois, j'étais vraiment coincé dans un film d'horreur. Pour éviter de finir en morceaux, j'ai eu un éclair de génie. J'ai retiré mes vêtements, j'ai passé mon bras par le hublot et j'ai agité mon haut comme un fou. J'essayais désespérément d'attirer l'attention de l'équipage en face. Mais ce navire géant avançait comme s'il était complètement aveugle. Il continuait sa route, droit sur moi, voyant que la collision était inévitable. J'ai forcé comme un malade pour faire passer ma tête à travers les 3 hublots, pour hurler à l'aide. Sauf que la fenêtre était bien trop petite et mon visage s'est retrouvé complètement coincé. La douleur était tellement vive que j'ai lâché un cri de souffrance et j'ai dû retirer ma tête tant bien que mal. Je savais pertinemment que si je ne trouvais pas une sortie dans les prochaines 67 minutes, les conséquences seraient impensables. Non seulement je serais tué sur le coup par le choc, mais je risquais de rester bloqué à jamais dans ces toilettes minuscules jusqu'à n'être plus que des os. Une fille lance une hache de toutes ses forces. La hache heurte un arbre et rebondit, manquant de tomber dans le marais. Elle brandit à nouveau la hache, c'est sa dernière chance de survivre. Enfin, la hache se plante solidement dans le tronc. La fille commence à tirer sur la corde avec force et parvient à sortir du marais. Elle s'écarte et lave la boue sur son corps. À ce moment-là, le chien revient avec de la nourriture, mais il semble avoir senti quelque chose d'anormal. La fille grimpe discrètement la pente pour voir ce qui se passe. Un grand ours brun est en train de manger sa nourriture. Soudain, une brise souffle et l'ours, dérangé, lève la tête. La fille sort son arc et vise l'ours, mais la flèche se casse soudainement, et le bruit attire l'attention de l'animal. L'ours se met à courir vers elle à grands pas. La fille se cache derrière un rocher et répare son arc. Le chien aboie fortement pour protéger sa maîtresse, distrait l'ours, puis s'enfuit. La fille remet son arc sur son épaule et descend la pente. Elle vient à peine de lever son arc que le chien revient vers elle. L'ours réapparaît aussitôt et se met à la poursuivre. La fille s'enfuit désespérément, entre dans l'eau et traverse des branches sans mêler. Étrangement, l'ours cesse son attaque. Une silhouette invisible se jette alors sur l'ours.